go ak seen bind ndax kat nelaw dafa war a suqali yaram te Eden ci seen bànneex rek lay dox boo ci bëggee am wooñu gaaw ci 77 340 87 06 wala nga wooñu ci 78 546 87 87. Midi sur la radio Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire. Khalifa Ababakar Saleh est en train d'être auditionné par la division des investigations criminelles au palais de justice. Ses souteneurs et autres leaders de l'opposition se sont mobilisés en masse. Le canal de délestage de Saint-Louis, source de catastrophe de 2003 à aujourd'hui. 300 pêcheurs de la langue de Barbarie sont morts dans cette brèche. Sonatel et ses bénéfices, ils ont baissé en 2016 comparé à 2015. Les nouvelles mesures fiscales et réglementaires au Sénégal sont passées par là. Il y a aussi d'autres raisons. Le nouveau plan de circulation sur la VDN suscite quelques commentaires chez les automobilistes. Salutaire pour les uns et pour les autres, ce plan est critiquable. Bonjour Sornana Tambaye. Bonjour Antoine Diop. Les titres de l'actualité internationale. Situation moins tendue à Conakry au lendemain des manifestations meurtrières. Malgré tout, on note quelques petits mouvements de protestation. En République démocratique du Congo, des massacres présumés commis par des militaires embarrassent et fâchent le gouvernement. Celui-ci conteste l'authenticité des vidéos mettant en scène des exécutions de civils. La communauté internationale veut une enquête approfondie. Les titres sport, c'est avec vous, cher Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Antoine Diouf, et bonjour à tous. Demba Mbaye n'est plus l'entraîneur de Nyari Tali. L'information a été rendue publique. Le technicien a rendu donc le tablier à la suite de l'élimination prématurée de son club en phase préliminaire de la Coupe CAF. Les explications dans ce journal. Nous allons aussi nous intéresser à l'équipe nationale junior attendue à l'instant en Zambie. Elle participe à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour l'instant, un seul joueur manque à l'appel. Il s'agit de Mortal Nguer de l'Union Sportive de Corée. Mais les assurances, la FSF, il sera bien de la partie. Et puis pour terminer, nous allons Antoine nous intéresser à la Ligue des Champions. La suite des huitièmes de finale ce soir avec deux rencontres au programme, notamment celle devant opposé Manchester City à AS Monaco. Papa Sambakan signe la chronique du jour au point de vue aujourd'hui sur le traitement que l'on fait souvent des rapports des corps de contrôle de l'État. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Direction la division des investigations criminelles. Bonjour Migui Maram Ndiaye. Bonjour Antoine Diouf. Khalifa Ababakar Saleh est arrivé sur le lieu où il est en train d'être auditionné sur la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Et il y a une mobilisation de ses souteneurs et autres membres de l'opposition. Tout à fait Antoine Diouf, le maire de Dakar, Khalifa Ababakar Saleh, est devant les enquêteurs donc de la DIC. Depuis maintenant 3 heures de temps, il est arrivé sur le lieu à 9 heures accompagné de ses partisans, mais il est seul face aux enquêteurs. Son avocat, Maître El Hadji Diouf, arrivé 1 heure après Khalifa Saleh, est ressorti quelques minutes après avant de faire face à la presse. Sa présence n'a pas été autorisée selon lui, une violation de l'article 5 du règlement de l'UEMOA, rappelle l'avocat. Mais il a profité de ces quelques minutes dans les locaux du commissaire pour inviter son client, Khalifa Ababakar Saleh, à ne plus répondre aux interrogations des enquêteurs qui ont violé ses droits. Khalifa Saleh va-t-il suivre ses conseils Antoine Diouf? Maître El Hadji Diouf reste optimiste. Tout comme lui, le leader de l'opposition, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, présent donc devant les locaux de la DIC, a condamné cette nouvelle manière de faire du président Macky Sall. Macky Sall, que l'ex-inspecteur des impôts et domaines compare au pharaon par ses actes posés qui sont presque similaires. Le grand parti également est là, et plusieurs autres maires, Barthélémy Diaz, Cheikh Gueye, Moussa Sy, entre autres. Côté mobilisation, comme vous venez de le dire, les militants sont là, très nombreux, tous de blanc vêtus, couleur de la paix, nous disent-ils, et ils parlent d'une affaire politique, et le but, c'est d'éliminer un potentiel candidat du nom de Khalifa Ababakar Saleh, nous dit Moussa Sy, le maire des Parcelles d'Asseni. Les forces de l'ordre également sont là, sur place, elles veillent au grain, Antoine Diouf. Migui Maram Ndiaye, merci. Dire que le chef de l'État est à l'origine de l'arrestation de Khalifa Saleh est un manque de respect à l'égard de la première institution du pays. Ces mots sont d'Abdoulaye Ndiaye, député à l'Assemblée nationale et président de la commission à l'Union africaine.
Écoutons-le au micro d'Adramé Ismaël Koli. Aujourd'hui, dire que c'est le chef de l'État qui est derrière tout cela, je crois que c'est manquer de respect à la première institution de Pour rebondir un petit peu sur la question, d'aucuns affirment que Khalifa Sall est en quelque sorte l'agneau du sacrifice. Est-ce que vous partagez ce point de vue de manière générale? Je ne le crois pas, parce qu'aujourd'hui, c'est un processus qui est déclenché. Inviter une personne à venir donner un point de vue par rapport à des informations, mais ça entre dans l'ordre naturel des choses. Pourquoi on voudrait jeter quand même le discrédit sur telle ou telle personne? Je crois que ça, c'est manquer de respect à la première institution de la République. Je crois que jusque-là, il n'est pas l'agneau du sacrifice. Tout au contraire. Moi, je considère, beaucoup de gens même disent qu'ils se victimisent. Moi, je considère, quand il y a information judiciaire, il faudrait que cette information soit investie et aussi que ce processus aille jusqu'au bout. Et que nous sommes tous égaux devant la loi. Au moment où la justice traite l'affaire relative à la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, l'opinion attend toujours une suite judiciaire 9 mois après la publication du rapport de l'OFNAC qui a épinglé des directeurs généraux membres du parti au pouvoir. Le commentaire d'Elhaj Ndjogodienne. Du 2 poids, 2 mesures, c'est ce qu'on constate dans le traitement des rapports d'audit des corps de contrôle. Alors qu'un rapport d'audit de l'inspection générale d'État vaut au maire de Dakar, Khalifa Sall, sa convocation d'aujourd'hui à la DIC, plusieurs autres personnes épinglées par des rapports ne sont nullement inquiétées. Tout au contraire, certaines d'entre elles sont même promues. Le rapport de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude, en est une parfaite illustration. Ce rapport, remis à la justice, n'a connu aucune évolution. Qu'est-il advenu du cas patent du directeur général du COUD? Cheikh Oumar Anne n'a pas été jusque-là ni convoqué ni entendu, malgré les manquements graves relevés dans sa gestion par l'équipe de Nafi Ngom Keïta. Un cas qui avait suscité un vaste tollé d'indignation et de réprobation au sein de l'opinion publique. Ce directeur est toujours à son poste, nullement menacé. Idem pour le directeur général de la Poste, Siredia. Lui aussi avait vu certains errements dans sa gestion mise à nu. Ces deux responsables du parti au pouvoir sont des exemples parmi tant d'autres. Coïncidence ou pur hasard de calendrier, la présidente de l'OFNAC a été remplacée 2 mois après la publication du premier rapport de cet organe de contrôle. Motif évoqué, son mandat est arrivé à terme. Un argument difficilement convaincant dans le contexte d'alors. Avant l'OFNAC, d'autres corps de contrôle ont aussi vu les différents rapports rangés dans les tiroirs. Certainement que le président Macky Sall a mis son coude sur ces dossiers comme il l'a avoué lui-même. Et oui, c'est ça la gouvernance sobre et vertueuse, c'est ça aussi la rupture. Le fameux slogan « La patrie avant le parti » est resté un simple slogan clé. Il est même devenu le parti avant la patrie. Les prédateurs des deniers publics sont protégés et mieux récompensés pour leur engagement politique. Dans le même temps, les adversaires politiques sont combattus au moyen de l'arme judiciaire. Certaines affaires judiciaires ont des relents de règlement de compte politique. Ainsi va le Sénégal. Les régimes passent, mais les méthodes et les pratiques demeurent. 12h08, vous suivez le grand journal en direct du studio 1 de la RFM. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. On pourrait bien l'appeler la brèche des malheurs. C'est qu'en fait, le canal de délestage de Saint-Louis a tué au moins 300 pêcheurs de la langue de Barbarie entre 2003 aujourd'hui. Ces victimes avaient une moyenne d'âge qui variait entre 15 et 33 ans. Le non-balisage, le non-dragage du canal et l'absence d'ouvrage de stabilisation sont à l'origine de cet hécatombe. Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Érigé en octobre 2003, le canal de délestage est devenu un véritable morceau pour les pêcheurs de la langue de Barbarie qui ont perdu beaucoup de proches, comme en attestent les 5 morts et disparus du week-end. Natif du quartier de Guetndang, Djibigé, ancien président du conseil de quartier, dresse un bilan macabre et en appelle à la diligence des autorités. Depuis 2003, nous avons fait des pieds et des mains pour que ce canal de délestage soit vraiment navigable. C'est le mot, il n'est pas navigable. L'État doit veiller à la sécurité des personnes et des biens. En quoi faisant? En essayant de nous draguer, de nous baliser ce canal de délestage qui, à ce jour, a fait plus de 300 morts à Guetndang. Et vraiment, cette comptabilité macabre doit cesser et doit cesser
très rapidement. Les pêcheurs en activité, dont l'âge varie entre 15 et 33 ans, ont été les principales victimes. Et les raisons de ce drame ont été toujours liées à l'entêtement des pêcheurs à ne pas respecter les consignes de la météo et de la sécurité, car aucune embarcation ne doit traverser la brèche de 18h à 6h du matin. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. À Mbane, les dégâts causés par la tornade de septembre dernier sont encore visibles. Des poteaux et fils électriques sont toujours à terre alors que la localité prépare son gamou annuel. Le comité d'organisation interpelle la Sénélec. Correspondance à Loussaïnou Diagne. Le décor est resté le même depuis l'hivernage dernier. Des poteaux déracinés, des fils électriques par terre depuis la tornade de septembre. Tornade qui a fait tuer une adolescente à Mbane. Mbane qui prépare son gamou annuel dans quelques semaines interpelle d'ailleurs les responsables de la Sénélec. Bandiaï, l'adjoint au sous-préfet de Mbane qui présidait le comité local de développement consacré à l'événement, rassure. Toutes les doléances ont été prises en compte par les services techniques et Inch'Allah l'ont exécuté. Toutes les dispositions ont été prises. Tous les services techniques ont apporté des réponses adéquates aux sollicitations des populations. Nous pensons que le gamou va se passer dans d'excellentes conditions. En marge du gamou annuel de Mbane, des consultations gratuites seront organisées sous l'égide d'un fils de la localité. Ismaël Gueye s'est engagé pour que les populations puissent bénéficier de soins de santé sans bourse déliée. Il y a une certaine précarité dans ce domaine. Et pourquoi j'ai pris l'initiative de doter le centre de santé d'un lot de médicaments à l'effet d'organiser une journée médicale gratuite. Et cela, c'est pour prendre en charge ces problèmes de santé évoqués. Autre préoccupation soulevée par le comité d'organisation, l'état de la piste qui relie Richard Toll à Mbane, une piste latéritique longue de 35 km qui est dans un état de dégradation très avancé. Une doléance de l'avis de l'adjoint au sous-préfet sera transmise aux plus hautes autorités pour qu'une solution urgente soit trouvée. Richard Toll, Al-Hussein de Diane, RFM. L'affaire de cette Sénégalaise qui vit en France avec beaucoup de difficultés. Mariama Gueye, qui a travaillé pendant 9 ans dans une société propriété du couple Garbacio, court toujours derrière ses droits. Après la faillite de cette société, la Sénégalaise attend d'être indemnisée alors que les autres employés ont déjà reçu leur argent. Elle menace de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, mais appelle déjà les autorités sénégalaises au secours. Aujourd'hui malade, Mariama Gueye risque de se retrouver SDF en France. Paris, Jacques Sidoussila. Le 23 mai 2001, Mariama Gueye quitte l'Arabie Saoudite où elle a été recrutée par les époux Garbacio, propriétaires de la société Eagle Aviation, destination la France. Employée de maison, elle travaille chaque jour de la semaine, du matin au soir. Elle n'a pas de contrat de travail, tout juste la promesse d'un salaire qui ne sera d'ailleurs versé que très occasionnellement. En 2010, la société des époux Garbacio fait faillite. Mariama Gueye réunit tous les documents nécessaires et saisit le conseil de prud'homme pour être dédommagée comme les autres employés du couple, sans succès. Âgée aujourd'hui de 61 ans, Mariama est une femme fatiguée ne disposant d'aucune ressource financière. Elle veut saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour être rétablie dans ses droits, d'où son appel au président de la République. Monsieur Macky Sall, c'est lui le père de la nation. Et moi, cette nation-là, je fais partie. Je suis sa fille. J'ai besoin de son aide. Je veux qu'il m'aide pour trouver un bon avocat pour porter plainte au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que je ne peux pas rentrer et laisser mon argent ici. C'est l'esclavage moderne. Mariama est aussi rattrapée par la maladie. Elle se déplace en fauteuil roulant. Elle a perdu l'usage de ses membres inférieurs. Problème, si elle sort de la clinique, Mariama risque d'être une femme sans domicile fixe. C'est pourquoi elle lance un appel à la première dame. Si Mariam Faye ne me vient pas en aide, je crois que je vais mourir. Paris, Cheikh Sidou Silla, RFM. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. La police est sur de sérieuses pistes pouvant permettre d'arrêter les auteurs des braquages et autres cambriolages de ces derniers temps. C'est ce qu'indique le porte-parole de la police nationale. D'après l'adjudant Henri VI, plusieurs gangs ont été démantelés
Il ajoute que la police veille en permanence à la sécurité des citoyens. L'adjudant Henri VI était l'invité des RFM matin. Il est interrogé par Babacar Fall et El Hadj Ndiogou Diena. Ceux qui ont fait ces cas, ils peuvent être sûrs et certains que la police est à leur tous et que la police n'en démontrera pas. On a des pistes très sérieuses, mais comme je dis, la police ne se penche pas comme ça. On parle toujours avec, on finira par les avoir et ils le savent tous. On a noté ces temps-ci une série de cambriolages, de braquages de banques ou bien des stations. Cela n'entame en rien le travail colossal qu'abat la police jour et nuit. La police démantèle tous les jours, chaque semaine, des gangs qui écument des quartiers. Je veux prendre comme exemple le gang qui écumait les maisons UP de Dakar. Ce gang a été démantelé. Le gang aux scooters qui écumait les quartiers de Liberté 6, Sacré-Cœur, une semaine après la dénonciation, ce gang a été démantelé. On me signale au niveau de la division des investigations criminelles, du vendredi au samedi, il y a eu 2 gangs qui ont été démantelés, plusieurs autres. Et je dis, la police est partie en avant-garde en créant au sein du commissariat central de Dakar la brigade de lutte contre la criminalité, suite peut-être à une analyse profonde de la situation sécuritaire du pays. Un nouveau plan de circulation a été défini sur la VDN. Il est désormais impossible de traverser les 2 voies aux heures de pointe à hauteur du rond-point cité Cœur Gorgui ou à hauteur de la SDE. Mesure jugée salutaire par certains automobilistes. Mais les critiques ne manquent pas. Reportage Georges Dethié-Diop. Trafic fluide, des 2 sens, les véhicules circulent sans grande difficulté. À la régulation, des gendarmes, 4 au moins, pas moyen de couper ou traverser la VDN à hauteur des ronds-points FDE et cité Cœur Gorgui. Un nouveau plan de circulation est en vigueur sur les lieux. On doit barrer le rond-point pour créer la fluidité de la circulation sur les 2 grandes voies. Et ça débute de 7h du matin jusqu'à 10h. Après, on enlève les barrières pour laisser la circulation normale. Les après-midi, c'est de 17h jusqu'à 20h aussi. Amadou Diagne, bonhomme de la circulation, pour cycler par-ci, petite séance d'explication avec les conducteurs par là, il se confie. C'est ce rond-point de cité Cœur Gorgui. Il y a une barrière aussi au niveau de la SDR. C'est pour toujours rallonger la fluidité des 2 grandes voies. Il y a une amélioration. Des 2 côtés, des panneaux de signalisation sous les yeux des conducteurs. Le nouveau plan de circulation est diversement apprécié. C'est très important parce que ça permet aux gens de pouvoir aller travailler et arriver à temps. Parce que, écoutez, couper ou bien traverser la VDN, ça complique la situation. Donc, nous saluons la mesure. Contourner la VDN, descendre en bas, entrer dans les quartiers, la situation est beaucoup plus compliquée. Et puis, on arrange la situation sur la VDN, mais il y a d'autres embouteillages au niveau du rond-point parce que tous les véhicules se concentrent là-bas. Donc, je vois vraiment l'intérêt de cette mesure. 10h, les barrières sont levées. Retour à la case départ en attendant une autre tranche horaire. En plus bref, les bénéfices de Sonatel ont connu une baisse en 2016 comparé à 2015. C'est l'opérateur de téléphonie qui l'a fait savoir dans un communiqué de presse. Pour l'année écoulée, Sonatel était à 216 milliards de francs CFA de bénéfices, alors qu'en 2015, la société en était à 220 milliards. À l'origine de cette baisse, les nouvelles mesures fiscales et réglementaires introduites au Sénégal en 2016 et le repli des balances internationales. L'actualité internationale, la Guinée Sornana Tambay. Au lendemain des manifestations meurtrières, le calme revient progressivement. Hier, il y a eu 5 morts au cours des échauffourées. Les manifestants exigeaient la réouverture des écoles. Ce mardi, la situation est moins tendue malgré quelques mouvements de protestation. Conakry, Amadou Hamzaba. Le mot d'ordre de grève qui a paralysé la capitale guinéenne a été levé ce lundi dans l'après-midi. Le gouvernement s'est engagé à respecter la plateforme revendicative des leaders syndicaux. Après la signature du protocole d'accord, le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs de Guinée annonce
Souleymane Sissavani. Au terme des travaux, nous pouvons annoncer sans embâche que la grève que nous avons déclenchée est suspendue. Et nous donnons rendez-vous au mois de septembre pour les négociations sur la suite concernant la grille salariale. Malgré la levée du mot d'ordre de grève, les échauffourées ont continué toute la soirée entre forces de maintien d'ordre et jeunes en colère en haute banlieue de Conakry. Selon le bilan établi par le gouvernement, ces manifestations ont causé la mort d'au moins 5 personnes, 30 blessés, dont des membres des forces de l'ordre. 12 personnes interpellées dans les communes de Kaloum et Matam à la suite de la signature de protocole d'accord entre syndicats des enseignants et gouvernement. Albert Damantan Camara, ministre porte-parole du gouvernement, a annoncé la réouverture des classes pour ce mercredi 22 février 2017. Amadou Amzaba, Conakry, Radio Futur Média. Burkina Faso, le ministère de la Défense n'est plus du ressort du président de la République. Roch-Marc Christian Caboret a cédé ce poste à l'occasion d'un remaniement ministériel. C'est l'ex-ministre de la Jeunesse qui gère désormais la défense nationale et les anciens combattants. La nouvelle équipe gouvernementale compte 32 membres contre 30 pour la précédente. En République démocratique du Congo, le gouvernement dément des massacres de civils qui lui sont reprochés. Des vidéos seraient en train de circuler sur les réseaux sociaux. Plusieurs pays ont appelé le gouvernement à enquêter sur ces faits présumés, mais les autorités doutent fortement de l'authenticité des vidéos. Cher Tidiane Sarr. Le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Lambert Mende, a appelé ses partenaires à cesser de promouvoir des attitudes condescendantes et délibérément malveillantes. D'ailleurs même, le gouvernement a pris un expert pour étudier les vidéos pour voir si elles sont authentiques ou pas. Mais l'expert dit relever des curiosités. La première, le fait que ces présumés militaires circulent à découvert, alors que selon les autorités, les terroristes Kamuna Zapou sont également armés. Il répéterait trop souvent le mot forces armées de la République démocratique du Congo. Il y aurait également un problème de synchronisation de son avec l'image sur une exécution. Conclusion de l'expert du gouvernement, c'est un grossier montage dans le but de discréditer les forces armées de la République démocratique du Congo. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme décrit des militaires tuant des civils pour leur appartenance présumée à Bunduja Congo, des actes qualifiés de violation massive des droits de l'homme. En moins de 2 semaines, le haut commissaire affirme avoir comptabilisé plus de 150 personnes tuées par l'armée. En Afrique du Sud, les étrangers, encore une fois, cible d'attaque. Des attaques à caractère xénophobe que refusent d'admettre les autorités. Pour elles, il s'agit d'actes isolés visant des migrants accusés de trafic de drogue et de gérer des réseaux de prostitution. À Pretoria, 3 maisons ont été brûlées et plusieurs autres pillées le week-end dernier. Ces agressions contre des étrangers ont débuté il y a une semaine dans le quartier de Rosettenville au sud de Johannesburg. Le ministre de l'Intérieur s'est voulu rassurant, mais les personnes visées craignent le début d'une nouvelle vague de violence xénophobe. Le Nigeria, dont les ressortissants sont concernés, a demandé à l'Afrique du Sud de garantir leur sécurité et celle des autres migrants africains d'ailleurs. Sud du Soudan, le nord frappé par la famine selon le gouvernement. Les habitants de plusieurs zones dans le nord risquent de mourir de faim, 100 000 exactement. Toutes ces populations ont besoin d'une aide d'urgence et 1 million de personnes pourraient être touchées dans les mois à venir. Depuis 3 ans, cette partie du pays est régulièrement secouée par des violences malgré des accords politiques entre les deux parties en conflit. Plusieurs villages ont été incendiés et des biens détruits. D'ailleurs, pour un responsable des Nations Unies, c'est la guerre qui affame les Sud-Soudanais. Depuis 2013 donc, partisans de l'ancien vice-président Riek Machar affrontent les soldats fidèles au chef de l'État Salva Kiir. Les combats ont poussé 3 millions de personnes à fuir et à s'éloigner de leur principale source de nourriture, c'est-à-dire les champs. Antoine. Merci Sofna pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur le traitement que l'on fait souvent des rapports des corps de contrôle de l'État. Nous allons en parler dans quelques minutes.
Rebonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour, Antoine Diouf. L'on revient sur la démission de Demba Mbaye, c'est l'entraîneur de Niaritali. Ah oui, le technicien a rendu le tablier à la suite de l'élimination prématurée de son club en phase préliminaire de la Coupe CAF le week-end dernier. Un passage bref que tente d'expliquer Sodakiam. En conférence de presse après le match NGB Oraya AC, le coach Demba Mbaye disait: On n'est pas passé, il y a un constat d'échec, il ne faut pas se cacher, c'est un échec, je vais les prendre mes responsabilités. Et par là, le jeune technicien voulait dire démissionner en cas d'échec. Le vice-président de NGB, Mamadou Aw, apporte des éclairages. Il avait déjà déposé sa lettre depuis le 12, mais il avait demandé au secrétaire général Amari de ne pas l'ouvrir, d'attendre la fin du match pour l'ouvrir. Donc, on a étudié cette lettre de démission, mais après, écoute, on a pris la décision sur le leader d'accepter sa décision. Malgré cette démission, le club continue ses activités, nous dit le vice-président. Nous avons décidé de mettre en place Landry Lopi comme entraîneur principal et Amadou Lamine Seck Imam comme adjoint. Et en temps, on essaiera de voir pour les laisser de première place. Une question se pose. Est-ce que ce changement d'entraîneur peut avoir des répercussions négatives sur le groupe? Non, répond Mamadou Aw. 90% des joueurs qui étaient là-bas l'année dernière, qui ont pris la Coupe du Sénégal, et ils sont là depuis des années et ils étaient dans l'encadrement de Demba. Pourquoi c'est une continuité. Demba Mbaye, qui a pris l'équipe en début de saison, s'en va, laissant derrière lui Niaritali au 7e rang, à 6 points du leader. Ah oui, Niaritali donc qui a finalement perdu son entraîneur. Il a déposé cette lettre bien avant même de disputer la Coupe CAF. Maintenant, on va bien creuser pour voir exactement les véritables raisons de cette démission inattendue. C'était le 12 février dernier. Oui, le 12 février, déjà avant le match. La CAN Junior, cher Tidiane, le Sénégal attendu à l'instant en Zambie. Ah oui, et ils sont donc en Zambie où va se dérouler la compétition sans un de leurs attaquants, Mortal Enger de l'Union sportive de Gorée, qui a raté son vol hier lors de son retour de Conakry après avoir disputé ce week-end la Ligue des Champions. Mais la FSF, la Fédération sénégalaise de football, le rassure. Mortal Enger, attendu tout à l'heure à Dakar, va rejoindre ses coéquipiers qui arrivent donc à l'instant en Zambie. La FSF, selon une source proche du dossier, dit avoir pris toutes les dispositions afin que l'insulaire rejoigne la formation le plus tôt possible. Et puis notez que le Sénégal va jouer donc à cette Coupe d'Afrique son premier match le lundi 27 février face au Soudan à 15h. L'autre match du groupe du Sénégal, les autres adversaires plutôt du Sénégal sont le Cameroun et l'Afrique du Sud. La lutte, l'association des amateurs prône la réunification. Ah oui, la nouvelle équipe dirigée par Doudou Diandjeko ambitionne de réunifier en tout cas les amateurs autour de leur passion commune. En fait, à la suite d'une réunion de coordination, nous allons écouter Moussa Thiam, vice-président en charge de la communication des amateurs. Cette rencontre se résume en premier dans la validation du fait qu'on a nommé un nouveau président des amateurs et la deuxième chose, c'est l'unification de tous les amateurs au sein, derrière l'association. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est de mettre l'association au service de l'amateur. Voilà, c'est ça. On peut aussi parler de réunification. De quoi il s'agit exactement? Non, réunification, c'est l'unité des amateurs. Parce que, bon, on a l'impression que les amateurs ne sont pas bien pris en compte et qu'il y a plein de choses qui se passent, les amateurs ne sont pas en évidence. Et donc, aujourd'hui, on veut donner la place à l'amateur dans la lutte sénégalaise. Redéfinir la place de l'amateur. Parce que sans amateur, il n'y a pas de lutte. Retour au foot et nous parlons de la Ligue des champions en Europe. La suite ce soir des huitièmes de finale. À 19h45, Manchester City fait face à AS Monaco. À la même heure, le Bayer Leverkusen s'attaque aux Colchoneros de l'Atlético de Madrid. C'est bien fini, Antoine, cette page des sports. Cher Tidiane Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique du mardi avec Papa Sambakana. Pendant et peu après la crise intervenue en Gambie, suite au refus de Yahya Jammeh de se plier au verdict des urnes, j'avais personnellement aligné 3 chroniques dans lesquelles, rappelant des faits d'histoire concernant les deux pays, je commençais par appeler le Sénégal à la vigilance dans le traitement de son engagement dans la crise gambienne. Je craignais alors que, comme en 1981 avec Daouda Diawara, tiré des griffes de Koukoy Samba Sagna par l'armée sénégalaise, notre pays, après avoir payé une facture politique, diplomatique et peut-être militaire trop salée, ne se retrouve avec rien en gain politique, diplomatique ou militaire, que même nous nous retrouvions avec la Gambie dans une relation encore plus problématique, cependant dont nous disions et répétions dans l'édite chronique qu'il appelait un traitement particulier, hors des sentiers battus de la géopolitique classique. Parce qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, suggérions-nous.
sans omettre de souligner, et je le pensais et le pense toujours, que ce qui devait se faire devait l'être dans le respect attentif du sentiment national des Gambiens et de la souveraineté des deux pays. J'avais commencé ainsi, très attentif moi-même, à ménager, disons, tout ce qui devait l'être dans cette délicate affaire. Et puis était arrivée cette déclaration de Barrow lors d'une conférence de presse quand, après avoir prêté serment à Dakar et que Jammeh avait déguerpi sous la pression militaire et diplomatique, il était rentré à Banjul. Je finissais alors la série dans moins de finasserie avec un léger énervement, il faut le dire. Permettez que je vous lise la première partie de ma troisième et dernière chronique sur la Gambie, alors en m'excusant pour la longueur de la citation. J'étais parti pour chroniquer sur la Gambie et c'eût été pour la troisième fois consécutivement. Et j'ai hésité parce que d'abord, mon énervement personnel suite aux tergiversations de Barrow au sujet de la construction du pont de Farafenni lors de sa première conférence de presse d'après prestation de serment, à mes yeux, ne valait pas d'encombrer nos auditeurs. Ensuite, parce que les autorités sénégalaises ont, comme nous tous, noté le recul du nouveau président gambien quand il dit au sujet de ce pont qu'il va s'en remettre à l'avis des experts, alors que, suite à son élection, il en avait, avec enthousiasme, annoncé la construction imminente. Et c'est donc aux autorités sénégalaises de rappeler à Barrow que ce pont, même les vendeurs de cacahuètes, savent qu'il est utile au peuple sénégambien. Ce qu'aucun expert ne pourra réfuter. Et puis, ce que j'avais à dire sur les relations entre ce singulier voisin et nous, ainsi que sur la versatilité de ces dirigeants en danger après qu'ils auront été sortis d'affaires par le Sénégal, je l'ai déjà dit dans mes deux précédentes chroniques. Aux autorités sénégalaises donc de travailler à faire revenir Barrow à ses enthousiasmes d'avant-prestation de serment à Dakar, aussi bien qu'ils l'ont fait pour faire partir Jammeh. Fin de citation. Je m'en lavais, pour ainsi dire, les mains, quelque peu exaspéré. Inquiet aussi, il faut le dire, de voir cette situation de ni guerre ni paix, cette espèce de guerre froide qui ne dit pas son nom entre nos deux pays, perdurer. Or, la presse de ce matin, le journal Enquête pour ne pas le nommer, avec un enthousiasme que je comprends parfaitement et partage, nous apprend que lors de la fête de l'indépendance de son pays, le président Barrow a posé différents actes forts, dont l'annonce de sa prochaine visite au Sénégal comme sa première en tant que chef d'État, précédé d'ailleurs d'un décret mettant fin au trafic du bois sénégalais qui, dit-on, enrichissait Jammeh et Sakli, visite durant laquelle a assuré le chef de l'État gambien, seront discutés et traités tous ces dossiers pourris par Jammeh dont la construction de ce pont sénégambien. Le président Macky Sall, invité d'honneur de cette Independence Day, seul hôte à y prendre la parole, bousculant le protocole, nous apprend le journal, a prononcé son allocution dans la langue de Shakespeare. Une sucette diplomatique bien appréciée par les Gambiens, semble-t-il. Bon, peut-être nous étions-nous agacés trop tôt, le temps de la diplomatie n'étant pas le temps du chroniqueur, et qu'il y a vraiment lieu de croire, comme le journal Enquête, que les relations entre les deux pays voient se lever une aube nouvelle. La presse du jour avec Anna Rocha. Mardi grave, disait l'autre pour Khalifa Ababakar Sall. L'Observateur livre ce matin les détails d'une sale affaire. Sall, S-A-2-L, comme le nom de famille du maire de Dakar. Beaucoup de nébuleuses dans la gestion de la caisse d'avance de la ville. Le journal du groupe Futur Média avance des micmacs qui tournent autour de 1,8 milliard de francs CFA avec achat de mille d'une valeur de 15 millions par mois et de fausses commandes de denrées alimentaires. Le GIE Tabar est au cœur du deal. Les révélations exclusives de l'Observateur sur le rapport de l'Inspection Générale d'État sur la gestion financière de la mairie de Dakar à lire en page 7. Pour sa convocation à la DIC, en tout cas, Khalifa Ababakar Sall briefe ses collègues, titre l'AS. Réunion d'urgence hier du bureau municipal. Le journal donne la parole aux proches du maire. C'est une machination orchestrée par le régime avec la complicité de Ousmane Tanordien. Ainsi pense Moussa Taye, conseiller politique à la ville de Dakar. Khalifa Sall peut aussi compter sur le soutien de la jeunesse pour la démocratie et le socialisme. La JDS appelle le peuple à défendre le maire de Dakar. D'ailleurs, Vox Populi nous dit que les khalifistes vont s'ériger en bouclier pour leur leader. Forte mobilisation attendue à la DIC.
Forte mobilisation attendue à la DIC. Barthélémy Diaz donne le ton en proférant des menaces. Le 23 juin 2011 n'est pas si loin, rappelle le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Sauf report de dernière minute, prévient Sud Quotidien, ce sera un mardi de vérité pour Khalifa Sall. Qui a tué Eliman Touré? Ce transitaire mort dans les locaux du commissariat du port. La Tribune parle d'un cadavre encombrant pour la police. Ils m'ont pris mon fils le matin et m'ont rendu un cadavre le soir. Ce sont les propos de la mère du défunt dans l'Observateur. La police, de son côté, maintient la thèse du suicide. Les policiers de garde ce jour-là ont été mis à l'arrêt de rigueur au camp Abdou Djassé. La mort a aussi frappé à Gendar. La brèche de Saint-Louis est un mouroir pour les pêcheurs, écrit le correspondant de Direct Info à Saint-Louis. Ces dernières 72 heures, il y a eu plusieurs décès et des portées disparues. Les houles et le mauvais temps ont fini d'installer la désolation dans les familles de la langue de Barbarie. Une autre tragédie au large de Dakar, un mystérieux naufrage en pleine nuit, celui du Sénéfande. 3 personnes sont toujours introuvables, dont 2 Sénégalais. Libération explique ce qui s'est passé et nous apprend que les 8 rescapés ont passé 2 nuits dans un canot avant d'être secourus. Awa Marie Colsec, décidément en eau trouble. Scandale au ministère de la Santé. Direct Info révèle dans sa livraison du jour un gré à gré de 97 milliards recalé par la DCMP, la Direction centrale des marchés publics. Il y a un gap de 17 milliards de francs CFA entre les offres des 2 entreprises intéressées par le projet du ministère. À Fatick, 2 policiers ont été reconnus coupables d'offres et cession de chanvre indien. 2 policiers fument 3 ans ferme, dit le quotidien Le Quotidien. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Sur le traitement que l'on fait des rapports des corps de contrôle de l'État, vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous avons en ligne Bachir Diawara. Bonjour Bachir. Bonjour Antoine. Vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Alors, quel commentaire faites-vous sur le traitement que l'on fait des rapports des corps de contrôle de l'État? Oui, je voudrais vous remercier et saluer tous les auditeurs de la RFM. Dire que l'opinion nationale et internationale a constaté, en tout cas depuis l'avènement de Macky Sall, que tous les rapports de corps de contrôle, que ce soit l'OFNAC, l'inspection générale d'État, tous les corps de contrôle de l'État de manière générale, en tout cas, aucun rapport n'a connu une suite. Pourquoi? Parce que quelque part, tout le monde entrevoit cette ère d'instrumentalisation de la justice d'un côté, mais également un souci de protection, en tout cas de ses proches collaborateurs. Oui. Et pourtant, le président de la République, Macky Sall, avait bien dit que l'OFNAC était consacré à leur gestion à eux, mais l'opinion aujourd'hui est dans une consternation totale lorsqu'elle constate que un rapport comme celui, n'est-ce pas, de la direction générale du POUD, est aujourd'hui rangé, n'est-ce pas, aux oubliettes. Des rapports relatifs, n'est-ce pas, à la direction générale des postes également, sur les gars, c'est un rapport véritablement qui n'a pas encore connu de suite. Et d'autres rapports, on peut citer. Pour dire tout simplement que cette manière de faire la politique n'honore pas les hommes politiques du Sénégal. Justement, le mal que vous êtes en train de décrier ou de dénoncer, n'est-il pas là depuis longtemps? Vous savez, moi je ne voudrais pas qu'on fasse un pilonnage systématique
du bilan des ex-régimes, que ce soit le régime libéral ou bien le régime socialiste, pour justifier en tout cas ses carences en matière de gestion. Oui, on peut être d'accord, mais quand on diagnostique un problème, on le diagnostique de fond en comble. Si les Sénégalais en 2012 avaient pensé que Macky Sall représentait une alternative crédible et qu'il allait apporter en tout cas les transformations sociales nécessaires relativement, n'est-ce pas, aux besoins des populations et à leurs aspirations fondamentales, je pense que c'est Macky Sall qui doit se justifier devant les Sénégalais. C'est lui qui doit faire un bilan positif par rapport, n'est-ce pas, à ses actions. Et je ne voudrais pas qu'on soit un peu restrictif par rapport à cela pour dire que aujourd'hui, il est clair et l'opinion retiendra que Macky Sall a laissé faire en tout cas une maxime, c'est-à-dire la patrie avant le parti est devenu le parti avant la patrie, ce qui est véritablement désolant. Et aujourd'hui, il y a un vent de déception nationale. Justement, par rapport à l'affaire Khalifa Sall, vous pensez que c'est purement politique ou bien il y a quand même quelque chose qu'on peut croire parce qu'il y a l'IGE qui a fait ce travail? Vous savez, dans le fond, dans la forme, j'allais dire, nous ne sommes pas contre, en tout cas, l'utilisation des corps de contrôle de l'État pour véritablement faire le travail normalement, ce qui est tout à fait, n'est-ce pas, régulier dans un État de droit. Mais ce que nous redoutons, c'est que cela puisse se faire dans des conditions où tout un chacun, tous les observateurs avertis, savent que ça a toutes les allures, en tout cas, d'une instrumentalisation de ces corps de contrôle de l'État. Dire que c'est regrettable en politique, moi je pense que ce gouvernement a des préoccupations beaucoup plus essentielles que le souci de neutraliser des adversaires politiques, comme c'est le cas avec Karim Wade, comme c'est le cas aujourd'hui avec Khalifa Sall. L'histoire du plateau technique médical est là, l'histoire du chômage qui croît de manière exponentielle est là. Le front social ne connaît pas encore, en tout cas, une issue heureuse avec le gouvernement sur les accords qui ont été déjà signés. Et je ne parle même pas des bacheliers qui ne sont pas orientés. L'histoire des inscriptions sur les listes électorales qui prévoit, en tout cas, des contestations électorales dangereuses. Parce que tous les pays du monde ont connu des difficultés à la suite d'élections qui n'ont pas été... On reviendra à vous, Bachir Diawara, le temps de prendre en ligne Abdou Mbow, porte-parole adjoint de la PR. Bonjour Abdou. Bonjour Antoine. Alors, on reproche au pouvoir de faire un traitement à deux vitesses des différents rapports des corps de contrôle de l'État. Reproche qui tient ou qui ne tient pas. Merci Antoine. Je voudrais d'abord saluer mon vis-à-vis, mon frère Bachir Diawara, mais aussi saluer ceux qui nous écoutent à travers l'ARFM. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à cette question est que le travail des corps de contrôle de l'État est un travail normal dans un État de droit. Absolument. Je ne peux pas comprendre qu'au Sénégal, à chaque fois qu'on convoque quelqu'un devant la police ou devant les tribunaux, quand il s'agit d'un homme politique, on parle d'acharnement sur une personne ou bien l'utilisation de la justice à des fins politiques ou politiciennes. Oui, vous ne pouvez pas comprendre cela. On ne peut pas, on ne peut pas, moi je termine, on ne peut pas quand même être un responsable qui gère des deniers publics et on refuse de rendre compte quand les corps de contrôle de l'État font leur travail normalement. Oui, mais dans votre cas, on a vu des ministres de la République quand même s'en prendre à des corps de contrôle de l'État, d'autres directeurs généraux qui ont eu à contester de façon... Vraiment, l'opinion, c'est beaucoup. Mais vous savez, chacun bénéficie de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, en ce qui concerne par exemple la justice, vous avez vu même des anciens premiers ministres, pour ne pas les nommer, particulièrement, je dis Abdou Mbow, quand il a été porté plainte par son ex-épouse, il a pris la parole pour accuser ouvertement le président de la République, accuser son pouvoir d'utiliser quand même la justice à des fins politiques. Alors que cette affaire n'a absolument rien de voir sur le plan politique. Oui, très bien. Par rapport à l'affaire Khalifa Sall, pour en revenir, certains me diront c'est une coïncidence troublante, certains diront que c'est un opposant au régime en place, mais toujours est-il que la question qu'on devrait se poser,
est de savoir est-ce que ce qu'on reproche à Khalifa Sall, c'est vrai ou pas. Et cela, nous ne pouvons le savoir qu'à la fin de l'enquête qui a été ouverte. Oui, mais quand même, il y a aussi des interrogations. Oui, la deuxième chose... Mais vous savez, les interrogations... Oui. Non, les interrogations ne peuvent pas quand même ne pas se faire. Parce que quand même, quand quelqu'un est entré devant la justice ou bien convoqué devant à la police, c'est normal que les gens s'interrogent. Oui, on s'interroge parce que tout simplement... Je rappelle que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes politiques. Oui, formule galvaudée, oui, allons. Mais le rapport de l'OFNAC est antérieur au rapport de l'IGE sur la mairie de Dakar. Pourquoi d'abord étudier ou disons gérer le rapport de l'IGE avant celui de l'OFNAC? Mais aujourd'hui, si moi personnellement, en tant que porte-parole politique, porte-parole d'un parti politique, je vous dis le traitement du dossier de la mairie de Dakar est aujourd'hui devant les juridictions. Si je vous donne les raisons, mais on dira que la justice est manipulée. Parce que je ne peux pas savoir. Pourquoi? Parce que je ne suis ni juge, je ne suis ni magistrat. C'est la justice qui voit la priorité qu'il a par rapport au traitement des dossiers qui lui sont transmis. Et le président de la République aujourd'hui ne s'immisce jamais dans la gestion aujourd'hui des dossiers devant la justice. Ça, il faut que ça soit clair. Très bien. Très bien. Maintenant, c'est les Sénégalais qui apprécieront. On termine avec vous tout à l'heure, Abdoumou. Qui est en train d'être fait. Oui, Bachir Diawara, rapidement pour finir avec vous. À quand la fin de ce que vous appelez l'instrumentalisation de la justice? Oui, permettez-moi d'abord de saluer aussi mon vis-à-vis que je ne connaissais pas à l'entame du débat, Abdoumou, un frère. Mais moi, je pense que l'instrumentalisation de la justice, l'instrumentalisation des corps de contrôle de l'État semble être une idée juste. Et comme le disait l'autre, lorsqu'une idée juste pénètre les masses et qu'elle s'en empare, elle devient une réalité matérielle irrésistible. Beaucoup de Sénégalais voient de manière claire, de manière irréfutable, que nos corps de contrôle semblent être véritablement instrumentalisés. Pourquoi aujourd'hui les gens s'interrogent sur cette instrumentalisation qui est manifeste? C'est que Khalifa Sall a pris des positions qui sont contradictoires, n'est-ce pas, à celles de Macky Sall. Vous avez vu que ses proches collaborateurs ont été traqués, que ce soit Bamba Fall, Barthélémy Diaz et toutes les autres personnes qui sont autour de lui. Ça a été le cas pour d'autres formations politiques qui sont de l'opposition ou ont redouté en tout cas des adversaires sérieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Karim Wade. Moi, je pense que nous devrons quand même essayer de faire moins de culte de notre personnalité. Et pour dire que si aujourd'hui il y a un pouvoir, c'est parce que les Sénégalais l'ont voulu, mais c'est parce que également Dieu l'a voulu. Si demain Macky Sall va quitter ce pouvoir-là, lui-même il ignore celui qui va le remplacer. Ça, c'est du domaine du bon Dieu. Moi, je pense qu'on devait aller dans le sens de comprendre que le Sénégal appartient à tout le monde, que le Sénégal n'est pas pour Macky Sall, que le Sénégal n'est pas pour le PDS, qu'on doit aller dans le sens véritablement de respecter les règles édictées par l'état de droit, sans pour autant instrumentaliser les institutions de la République. Abdoumou, sur cette question, la fin de ce que certains politiques appellent l'instrumentalisation de la justice, il est temps quand même voilà, mais vous avez essayé de préciser que certains hommes politiques... vous du pouvoir, vous n'allez pas, vous n'allez pas le dire. Oui. Mais non, je ne peux pas le dire parce que je respecte trop la justice de mon pays. Je respecte trop la justice de mon pays pour qualifier de cette justice une justice instrumentalisée. C'est pourquoi je dis, encore une fois de plus, à l'endroit de mes amis, il ne faudrait pas qu'on met de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'opposition, quand une décision n'est pas à ma faveur, que je puisse dire que cette décision, elle est inopportune, que cette décision, elle n'est pas bonne, que cette décision, elle est du côté de l'État parce que ces gens qu'ils font sont en train de gérer aujourd'hui le pouvoir. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans un pays où quand des responsabilités sont données à des personnes ou à des personnalités, ces personnalités sont tenues de rendre compte et un état de droit, c'est comme ça qu'il fonctionne. Maintenant, arrêtons que quand un homme politique est convoqué à la police ou bien au tribunal, on parle d'instrumentalisation de la justice parce que ceci relève quand même d'une, je sais pas, cécité
intellectuelle ou bien insulter même l'intelligence des Sénégalais et des Sénégalais. Merci, honorable député Abdoumba, porte-parole adjoint de l'APR. Merci à Bachir Diawa, membre du comité directeur du PDS. Quelques infos météo avant de vous quitter. Au cours des prochaines 24 heures, le temps sera généralement ensoleillé sur la majeure partie du pays. À partir des prochaines 48 heures et jusqu'en fin de séance, le ciel sera passagèrement nuageux sur le nord et le centre-ouest du territoire. Fin de cette édition, rappel de quelques titres. Khalifa Ababakar Saleh est en train d'être auditionné par la division des investigations criminelles au palais de justice. Ses proches et autres leaders de l'opposition se sont mobilisés en masse. Le canal de délestage de Saint-Louis, source de catastrophe de 2003 à aujourd'hui, 300 pêcheurs de la langue de Barbarie sont morts dans cette brèche. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, réalisation Babacar Fall et El Hadj Diogoudien. À 13h, El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, c'est Dialgati Kibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.